Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Donc, ces derniers mois, vous avez connu le confinement et vous avez fait sûrement appel au chômage partiel. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas retrouvé un niveau d'activité satisfaisant ou au contraire, vous avez une forte activité pour rattraper le retard que vous avez accumulé pendant le confinement. Certains d'entre vous ont peut-être d'ores et déjà repéré les différents dispositifs d'aide mis à votre disposition pendant cette période post-Covid. Encore faut-il s'y retrouver. Nous allons donc vous éclairer sur le sujet. Alors justement, nous allons voir ensemble les différentes options, donc avec André Gologon et moi-même Céline Nativel, et nous vous proposons d'aborder ensemble, de décrypter les 3 principales mesures que le gouvernement a mis à titre exceptionnel pour le Covid. Donc il s'agit notamment de l'activité partielle, des aides à l'emploi et enfin de l'exonération de charges et de l'aide au paiement. Je vais donc vous présenter l'activité partielle. Dans un premier temps, nous verrons l'activité partielle de droit commun. S'en suivra l'activité partielle longue durée, communément appelée l'APLD. Pour rappel, l'indemnisation de l'allocation de 60% versée à l'employeur par l'État, qui devait se terminer au 30 septembre 2020, a été reconduit au 31 octobre 2020. De ce fait, de nombreux changements ont été annoncés via un projet de décret. C'est ce que je vais essayer de décrypter avec vous. Concernant les hors secteurs protégés, l'indemnité légale due aux salariés passerait de 70% de la rémunération brute hors référence à 60%. L'allocation versée à l'employeur passerait de 60% à 36% de la rémunération horaire brute de référence. La durée d'indemnisation serait amenée également à diminuer, passant de 12 mois consécutifs à 3 mois renouvelables, limités à 6 mois consécutifs ou non sur une période de 12 mois. Concernant les secteurs protégés, l'indemnité légale due aux salariés serait stabilisée, donc toujours à 70% de la rémunération brute horaire. L'allocation versée sera également stabilisée, c'est-à-dire à 70% de la rémunération brute horaire, mais avec quand même toujours une diminution de la durée d'indemnisation, idem, qui passera de 12 mois consécutifs à 6 mois maximum. Autre changement majeur qui n'est pas négligeable, le délai d'attente de la demande d'autorisation préalable, qui jusqu'à maintenant était de 2 jours, passerait à 15 jours. En ce qui concerne l'activité de droit commun pour le secteur protégé, le gouvernement a annoncé la semaine dernière que le taux d'indemnisation de l'employeur de 70% serait maintenu jusqu'au 31 décembre 2020. Encore une fois, il s'agit toujours d'un projet de décret dont nous sommes en attente des textes. À côté de l'activité partielle de droit commun, nous allons voir qu'il y a peut-être un dispositif qui serait plus adapté à votre situation. Le projet de loi pour l'activité partielle de droit commun prévoit une diminution de l'indemnisation passant de 12 mois à 6 mois. Qu'est-ce que l'activité partielle de longue durée? Alors, l'objectif est de répondre à une baisse durable d'activité, tout en s'engageant à procéder à aucun licenciement et à accompagner le salarié en matière de formation professionnelle. Comment se fait cette mise en place? Cette mise en place se fait par le biais d'un accord collectif d'établissement, de branche ou de groupe, ou par une décision unilatérale de l'employeur sur la base d'un accord collectif de branche étendu. C'est le cas actuellement pour Syntec, Bureau d'études techniques, ou pour le secteur de la métallurgie. Ces documents, pour validation, devront obligatoirement être transmis à la DIECT. Attention, vous ne pouvez pas conclure d'APLD sans accord collectif de base. L'accord d'APLD doit répondre à des mentions obligatoires, telles que doit être identifiée la réduction de l'activité au maximum de 40%, avec une possibilité d'atteindre 50% si c'est prévu par l'accord de branche étendu. Ce qui est le cas pour les 2 accords de branche étendus déjà nommés, Syntec et la métallurgie.
Vous devrez obligatoirement identifier les salariés concernés, les services, secteurs d'activité ou établissements concernés. La durée maximale est de 24 mois. Le contrôle des engagements se fera via la transmission à l'administration d'un bilan tous les 6 mois. En matière d'indemnisation d'allocation de l'activité partielle longue durée, jusqu'au 30 septembre, l'indemnisation du salarié était plafonnée à 70% et le taux de remboursement d'allocation employeur à 60%. Il était prévu qu'à partir du 1er octobre, l'allocation de l'employeur est diminuée de 60% à 56%. En date du 29 septembre 2020, après la parution d'un décret qui nous confirme que le montant de l'allocation de l'employeur sera maintenu à 60% jusqu'au 31 décembre 2020. Cet accord ou ce document unique de l'employeur concernant l'activité partielle de longue durée peut également comporter des mentions facultatives, mentions qui peuvent prendre tout leur sens si au moment de l'accord, vous deviez négocier soit avec un CSE, soit avec une organisation syndicale ou même en passant par le référendum des 3/4. Ces mentions facultatives sont les suivantes. Les efforts des dirigeants salariés et des actionnaires en matière de rémunération, bien sûr. Les conditions de prise de congé et d'utilisation du compte CPF avant et pendant la durée de l'accord, mais également les moyens de suivi de l'accord via les organisations syndicales. Cet accord est une sorte de contrat entre vous et l'administration. Le non-respect des engagements pris en matière de maintien dans l'emploi ou de formation professionnelle pourra entraîner la demande de remboursement de la totalité des indemnités perçues par l'ASP. Par exemple, si vous licenciez un salarié qui rentre dans ce dispositif et qui a été identifié dans l'accord ou le document unilatéral de l'employeur, l'administration vous demandera le remboursement de l'intégralité de l'indemnité perçue. Au-delà des dispositifs d'activité partielle dont je viens de vous parler, le gouvernement a mis en place d'autres dispositifs d'aide à destination des entreprises. Donc effectivement, André, nous avons 2 dispositifs d'aide qui ont été mis en place par le gouvernement, avec notamment les aides à l'embauche et dans un deuxième temps, les exonérations de cotisations sociales et l'aide au paiement. Donc dans le cas des aides à l'embauche, l'idée étant principalement d'inciter à nouveau les entreprises à faire des recrutements. Donc il y a 3 nouvelles mesures exceptionnelles qui ont été mises en place pour l'embauche, avec notamment le plan « Un jeune, une solution ». Donc nous avons une première aide exceptionnelle qui concerne l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. Nous avons également une aide exceptionnelle qui concerne l'embauche d'alternance, c'est-à-dire les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage. Et enfin, suite à un décret qui est paru tout juste hier, nous avons également une aide à l'embauche de travailleurs handicapés. Donc, je vais vous parler des 2 premiers dispositifs que j'ai mis ensemble puisqu'ils concernent une aide qui est similaire dans les 2 cas. Donc, il y a l'idée ici d'inciter les entreprises à embaucher soit des jeunes de moins de 26 ans, soit des travailleurs handicapés, donc en CDI ou en CDD. Donc, quand je dis CDD, c'est d'au moins 3 mois. Le contrat doit être conclu donc, pour les jeunes de moins de 26 ans entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. Et pour les travailleurs handicapés, le contrat doit être conclu entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021. Le salaire qui sera accordé à cette embauche ne doit pas dépasser 2 SMIC, donc environ 3 078 €. Autre condition, le salarié ne doit pas avoir déjà appartenu à l'effectif à compter du 1er août 2020. Donc je tiens à vous rassurer sur ce point-là, sur cette condition du moins, puisque si vous avez actuellement un alternant qui finit prochainement son contrat,
donc par exemple le 31 août, vous pourrez quand même l'embaucher en CDI ou en CDD de 3 mois et bénéficier de l'aide. Donc il y a quand même une dérogation pour les alternants. Enfin, dernière condition pour bénéficier de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans ou des travailleurs handicapés, c'est d'être à jour de ses cotisations. Avec là encore une dérogation liée au Covid pour les dettes qui sont antérieures au 30 juin 2020. Donc si vous bénéficiez, du moins vous respectez bien toutes ces conditions, vous allez pouvoir bénéficier d'une aide de 4 000 € pour un an. Le versement de cette aide se fera par trimestre à raison de 1 000 € par trimestre et au prorata temporis selon la durée du travail du contrat. Donc quelqu'un à temps partiel va donner droit du moins à une aide proratisée sur la base de 1 000 €. Pour les formalités, comment ça se passe? Eh bien, vous devrez faire une demande à l'ASP dans un délai de 4 mois. Donc, en sachant que les demandes peuvent se faire seulement depuis le 1er octobre. Le troisième dispositif concerne l'embauche des alternants. Donc, les alternants étant les contrats d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation. Donc, avec 2 décrets qui sont parus le 5 août 2020, ici l'idée c'est vraiment de mettre l'accent sur l'effort que les entreprises doivent mettre en place pour embaucher des alternants. Donc on va leur donner en contrepartie une aide relativement importante pour la première année du contrat. Cela vise donc les contrats de professionnalisation pour des embauches qui sont effectuées à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 28 février 2021. C'est également le cas pour les contrats d'apprentissage. Les personnes qui vont être embauchées en alternance devront avoir moins de 30 ans et pourront bénéficier de ce dispositif pour préparer un diplôme pouvant aller jusqu'à Bac+5, Master 2. Donc attention pour les entreprises quand même de plus de 250 salariés qui, elles, seront soumises à un quota d'alternants à respecter. Donc le montant de l'aide va dépendre de l'âge de l'alternant, à savoir que pour un alternant de moins de 18 ans, l'aide sera de 5 000 € pour la première année et pour un alternant de plus de 18 ans, cette aide sera de 8 000 €. Le versement sera effectué mensuellement et au prorata temporis si jamais le contrat est d'une durée inférieure à 12 mois. Donc au niveau des formalités, comment ça va se passer? Donc vous aurez l'imprimé CERFA qui est lié généralement au contrat alternant à déposer auprès de votre OPCO qui elle-même le transmettra à l'ASP pour l'instruction de la demande d'aide. Vous aurez d'autres formalités après en cours de contrat, notamment pour les contrats de professionnalisation où vous devrez transmettre à l'ASP tous les mois le bulletin de paye. Pour les apprentis, cette transmission d'informations se fera via la DSN. Nous allons voir à présent une autre mesure sociale d'urgence qui a été instaurée par le gouvernement, à savoir l'exonération et l'aide au paiement des cotisations sociales. Donc, cette disposition a été instaurée par l'article 5 de la loi de financement rectificatif du 30 juillet 2020. S'en est suivi également un décret d'application du 1er septembre 2020 toujours. Et enfin, tout récemment, est parue une instruction ministérielle le 22 septembre et qui est venue nous apporter des compléments d'information sur les modalités de ce dispositif. Donc avec tous ces textes, bien évidemment, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver et notamment nous avons beaucoup de questions concernant les secteurs d'activité concernés. Donc il y a en fait 3 catégories de secteurs d'activité concernés par l'exonération de charges patronales et par l'aide au paiement. Il y a tout d'abord les secteurs les plus touchés, qui sont les secteurs dits prioritaires ou secteurs S1 et qui ont été définis dans l'annexe 1 d'un décret du 30 mars 2020. Il s'agit notamment des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, café-restaurant,
du transport aérien ou encore de l'événementiel. Nous avons ensuite les secteurs qui sont directement liés au secteur prioritaire et qui sont dits, eux, secteurs S1 bis et qui ont été définis à l'Axe 2 du même décret du 30 mars. Donc ces secteurs-là ont une condition supplémentaire puisqu'elles doivent avoir connu une baisse de chiffre d'affaires relativement importante sur la période allant du 15 mars au 15 mai 2020. Quand je dis baisse importante de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 80% de baisse de chiffre d'affaires par rapport à la même période de 2019. Ceci dit, un autre critère a été mis en place pour les entreprises qui ont une forte saisonnalité, à savoir que celles-ci devront avoir une baisse d'activité équivalente à 30% du chiffre d'affaires de 2019. Troisième et dernière catégorie de secteurs d'activité concernés par l'exonération, ce sont les entreprises de moins de 10 salariés dont l'activité nécessite l'accueil du public et qui ont été contraints de fermer par décision administrative pour faire face au Covid. Donc les secteurs concernés sont dits secteurs cette fois-ci S2 et sont définis par l'annexe 3 de l'instruction ministérielle qui est parue le 22 septembre dernier. Donc il s'agit notamment des activités telles que les auto-écoles, les salons d'esthétique, les différents commerces de détail non alimentaires tels que commerce de voitures, de meubles, de vêtements, etc. Nous allons voir maintenant plus en détail en quoi consiste ce dispositif. Donc il y a d'abord l'exonération de charges patronales. Qui concerne les rémunérations brutes qui sont dues hors indemnité de chômage partiel. Donc quand on parle de rémunération brute due, il s'agit en fait de la rémunération sur les heures travaillées n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'indemnisation de chômage partiel. Donc l'entreprise qui a fermé totalement pendant le confinement, elle n'aura une exonération que sur les heures qu'elle a dû réellement payer, comme par exemple les jours fériés où les heures n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation. Il y a ensuite l'aide au paiement qui est égale à 20% du montant de ces mêmes revenus d'activité qui ont donné lieu à la mesure d'exonération sociale. Il faut savoir aussi que l'exonération ne concerne pas toutes les cotisations de sécurité sociale, mais seulement celles qui relèvent de la réduction générale de cotisation, l'ancienne réduction Fillon, à l'exception de la retraite complémentaire bien évidemment, et qui restent dues donc après application de la réduction générale ou de toute autre exonération telle que la LODEOM. Donc autrement dit, l'exonération ne portera que sur les salaires supérieurs au SMIC. Précision importante à vous donner, c'est concernant le montant maximal de cette exonération et de cette aide au paiement qui ne pourra pas dépasser 800 000 € par entreprise. Il faut également savoir que l'exonération comme l'aide au paiement devront impérativement être déclarées dans la DSN au titre du mois de septembre, c'est-à-dire les DSN qui doivent être faites au 5 ou au 15 octobre. Vous aurez néanmoins la possibilité de déclarer via une régularisation en DSN jusqu'au 31 octobre. Petite précision également, il me paraissait important de vous parler des dirigeants affiliés au régime général et notamment de ceux qui cumulent leur mandat social avec un contrat de travail. Donc ceux-ci pourront bénéficier également de l'aide et de l'exonération de charges pour la rémunération concernant leur contrat de travail. Pour leur rémunération de mandat, ils auront exclusivement une aide au paiement de l'ordre de 2 400 € s'ils appartiennent à un secteur protégé et de 1 800 € s'ils sont dans un secteur non protégé ou du moins dans les entreprises de moins de 10 salariés. Les dirigeants mandataires qui, eux, n'ont pas de contrat de travail bénéficieront dans les mêmes conditions de l'aide au paiement.
Donc après l'exonération de charges et l'aide au paiement, vous avez la possibilité également de faire un plan d'appurement. Donc ce plan va concerner toutes les entreprises qui ont encore des cotisations à payer, qui restent dues du moins au 30 juin 2020. Et après déduction évidemment de l'exonération de charges et de l'aide au paiement si elles en ont bénéficié. Donc le plan d'appurement sera à l'initiative de l'URSSAF pour les entreprises de moins de 250 salariés, cela dit avant le 30 novembre 2020. En revanche, pour les entreprises de plus de 250 salariés, elles devront directement faire la demande d'un plan d'appurement auprès de l'URSSAF. Pour les grandes entreprises, il y a une condition supplémentaire, à savoir qu'elles devront absolument prendre une décision de ne pas verser de dividendes ou de faire de rachat d'actions jusqu'au 31 décembre 2020. Et enfin, pour les entreprises de moins de 250 salariés qui n'ont pas bénéficié de l'exonération de charges et de l'aide au paiement et qui ont mis en place un plan d'appurement, qui ont également eu une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50% entre le 1er février et le 31 mai 2020 par rapport à 2019, sur la même période, l'URSSAF pourra accorder, bien entendu si elles sont à jour de leur cotisation, pourra leur accorder une remise équivalente à 50% maximum des cotisations restant dues. Merci Céline et André pour ce décryptage des mesures sociales d'urgence. Nous allons maintenant passer aux questions. Donc on a beaucoup de questions. Alors concernant l'activité partielle, donc on me demande, peut-on cumuler activité partielle en droit commun et activité partielle de longue durée? Ces deux dispositifs ne pourront aucunement se cumuler si elles concernent les mêmes salariés. C'est-à-dire qu'un salarié placé en activité partielle longue durée, donc compris dans ce dispositif et présent dans l'accord d'entreprise ou la décision unilatérale, ne pourra aucunement bénéficier du chômage partiel de droit commun. En revanche, une entreprise qui met seulement un seul secteur d'activité ou un seul établissement en activité partielle de longue durée peut légalement mettre une autre activité ou un autre établissement n'ayant pas été identifié dans l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur en chômage partiel de droit commun. Très bien. Au niveau des aides, on me demande si une association peut bénéficier de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. Tout à fait. En tant qu'employeur, une association peut bénéficier de l'aide. Ensuite, on me demande également, au niveau des exonérations, est-ce qu'il faut faire une demande préalable à l'URSSAF ? Pas du tout. En fait, ça sera fait par, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, par la DSN du mois de septembre qui est à déposer, donc à télédéclarer, au 5 ou au 15 octobre. Très bien. Écoutez, merci à vous de nous avoir suivis. Alors, nous espérons vous avoir éclairé sur les différentes mesures exceptionnelles d'aide qui sont destinées aux entreprises, notamment celles les plus touchées par la crise. Alors, n'hésitez pas à contacter nos équipes en social pour vous accompagner. Et rendez-vous l'année prochaine. Merci à vous et au revoir. Au revoir.